Donc, c'est ça. Moi, c'est Simon du Rivage pour la ferme bio du Rivage. C'est situé à Saint-Édouard, en Montérégie-Ouest. Ferme 80 hectares de grandes cultures biologiques dans une zone de 2009 unités thermiques. On a des sols plutôt légers, des loams limoneux, un peu sableux. Puis, pour l'essai qui vient, on s'est dit pour les 3 prochaines années, on va essayer de faire de la monoculture de maïs grain en bio aux 60 pouces avec des grosses biomasses d'intercalaires. Culture de couverture qu'on maîtrise depuis le début des années 2000 à peu près. Fait qu'on se dit, on a un bagage, on essaye ça. En fait, en 2020, c'est la phase 2 du projet. Il y a eu déjà en 2001 jusqu'à 2003, il y a eu 3 ans d'essais de maïs aux 60 pouces. En culture conventionnelle, par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a eu une baisse de rendement, mais aussi qu'au début des années 2000, nos choix de culture de couverture étaient plutôt discutables. Fait qu'on se réessaye en 2020, semer du maïs aux 60 pouces en régie biologique cette fois-ci. Puis pour aider le projet, on a été chercher un petit peu de financement par le programme RSCDE. Dans le fond, comme je disais, la phase 2 du projet consiste à semer idéalement en semi-direct du maïs grain parce que j'ai une petite réticence à me servir de la charrue chez nous. Ça fait longtemps qu'on s'en sert plus. On a des roches, fait que moins qu'on se sert de la charrue, mieux qu'on se porte. Fait qu'on se dit, on va faire une monoculture de maïs grain pendant 3 ans, semer aux 60 pouces. On va se servir d'un pyrodésherbeur pour faire un brûlage en prélevé, s'en servir un peu comme un Roundup en culture conventionnelle. On va semer des intercalaires qu'on va essayer de faucher, puis si nécessaire, on va essayer de nettoyer le rang avec des doigts crestes ou une pâte de sacleur. Fait que l'idée, c'est de semer du maïs aux 60 pouces avec au plein milieu des légumineuses annuelles qui vont servir à fixer de l'azote pour l'année 2, implanter le maïs à cet espace-là, puis occuper le restant du terrain avec des légumineuses vivaces. Au semis de 2020, on est déjà dans une régie bio. Par contre, on a plusieurs précédents culturels, maïs, soya. On a semé plusieurs variétés de maïs. On a aussi semé une partie de cette superficie-là en maïs sucré, ce qui a fait en sorte qu'on a décalé les travaux, puis ça nous a comme permis d'avoir deux plages d'apprentissage, si on veut, dans la même année. On a fait ça simple, on a fait 4 mix de culture de couverture, puis on a fertilisé le tout avec du lisier de porc. Fait que, si on a une partie des mix de culture de couverture, soya, févrole, cowpea pour semer sur le rang aux 30 pouces, puis occuper le restant de l'espace avec des plus petits grains, Trèfeuillat, Vesse, Facélie, Caméline. Ça, on a une photo du pyrodésherbeur, je vais en parler un petit peu plus tard. Quand on a eu l'idée, on a quand même analysé, voir si ça avait du bon sens. Quand je regarde ça, ça n'avait pas de bon sens pantoute, mais on s'est dit, on y va pareil, on l'essaye en essayant de se dire, on va avoir des corridors solaires, on va semer des cultures de couverture, accumuler beaucoup de carbone. Fait que peut-être que le bilan négatif du pyrodésherbeur va un peu rebalancer la chose. Pas sûr encore que c'est... Première utilisation du pyro. L'année 1, on est sur un retour de maïs. On a mis du lisier. On a passé une déchaumeuse pour incorporer les résidus.
En 2020, c'est un printemps très, très sec. Ouais. Le pyro puis la sécheresse, on s'est rendu compte que c'était vraiment deux choses à ne pas combiner. Ben, les roues en arrière, c'est des roues d'acier. Fait que ça, il n'y a pas de danger que ça brûle. En fait, la façon que ça marche, le pyro, c'est pas de vouloir brûler les mauvaises herbes, c'est plutôt de vouloir les faire bouillir. Fait que la partie avant du pyro, c'est les torches pour créer la chaleur. Puis la grande espace en arrière, en fait, c'est l'accumulation de chaleur. C'est comme un four pour garder la chaleur plus longtemps sur le sol pour pouvoir faire bouillir les cellules à l'intérieur des plantes plutôt que des faire brûler. Fait qu'en faisant bouillir les cellules à l'intérieur des plantes, ben c'est comme ça qu'ils meurent dans le fond. Fait que comme je disais, le pyro, quand c'est sec, c'est dangereux. Ça incinère les résidus, ce qu'on avait plus ou moins calculé. Puis en fait, c'est pas vraiment quelque chose qu'on visait d'incinérer les résidus. Il n'y a pas pensé, en fait. Non, pas en tout. C'était même pas quelque chose qui faisait partie de l'équation. Aussi, tu sais, à parler avec des producteurs en Europe qui s'en servaient, bon, peut-être qu'on pouvait passer quand la culture était légèrement émergée. La première année, ça a été vraiment l'année d'apprentissage, puis c'est pas conseillé de passer un coup que la culture est émergée. Le maïs peut être à peine pointé, ça va, mais sinon, ce que ça fait dans le fond, c'est que c'est comme si on crée un gel. Il va repartir le maïs, mais ça le retarde, il perd au moins 2 semaines. Ce qui arrive aussi, c'est que les feuilles restent collées ensemble, vu qu'ils sont comme brûlés. Puis ça fait qu'après ça, ben, le cœur a de la misère à sortir pour continuer puis pouvoir développer ses prochaines feuilles. Fait que ça le stalle complètement. Fait que ce qu'on s'est rendu compte, dans le fond, c'est que le pyro est vraiment efficace sur les feuilles larges, un peu moins sur les graminées. Puis l'efficacité est de loin augmentée si c'est humide, puis s'il y a une rosée. Si on fait ça un matin très de bonne heure ou pendant ou après une pluie fine, l'efficacité est augmentée parce que les plantes sont humides, puis ça garde la chaleur, puis c'est plus efficace. Fait qu'ici, on voit un peu en plus gros. Là. On voit que ça, c'est la première année. On a pris le guess de le faire plus tard pour essayer de ralentir les mauvaises herbes le plus possible pour ne pas avoir à sarcler. Mais le problème, c'est que le maïs a stallé pendant 2 semaines. Après avoir passé le pyro, l'idée, c'était de semer les intercalaires le plus rapidement possible. Fait que pour ça, on s'est servi d'un semoir Sky. En fait, c'est un semoir combiné européen. La partie d'en avant, c'est une des chômeuses avec une rampe pour soit épandre de l'engrais ou parce que la trémie sépare en deux, puis une unité légère de semis en arrière de la machine. Fait que l'idée, c'est de, à l'avant, épandre des petites semences de légumineuses vivaces, puis dans les rangs d'en arrière, semer à la bonne profondeur des légumineuses annuelles pour fixer l'azote au maximum pour le maïs de l'année prochaine. Fait que le Sky, c'est européen, fait que tout est métrique. Ça sème au 15 cm. Fait que 15 cm, ça fait 5,9 pouces, ce qui n'est pas tout à fait l'idéal pour le setup américain qu'on a. Fait que petit casse-tête pour figurer qu'est-ce qui va semer quoi, puis où. Ensuite de ça, on mélange nos engrais verts à la ferme. Ça, c'est le mélange de légumineuses annuelles. Fait qu'on a soya, cowpea, févrole. Là, dans le mélange, on a pris ce qui restait un peu ici et là dans le silo. Fait qu'il y a du soya blanc, puis il y a aussi des grains de soya noir. On est prêt à s'en aller au champ. Puis ça, en fait, c'est
quand la première essai qu'on fait. Fait que... Ouais. Ben oui, là c'est drôle, mais mettons, je vous jure que ça fait peur. Fait que là, dans le fond, on le voit quand même assez bien là, ici, de la façon que j'ai organisé ça, c'est que les 3 unités qui passent on voit l'unité de maïs, de semoir maïs qui a semé, mais qui n'a pas planté de grains, en fait, là, où il n'y a pas de maïs. Les 3 unités du semoir qui passent là, eux, sèment des légumineuses annuelles, puis le restant de l'espace est rempli par des légumineuses vivaces qui vont occuper l'espace plus tard en saison. Fait que, une fois que c'est semé, on avait dans le plan de faucher les cultures de couverture pour qu'il n'y ait pas trop de compétition avec le maïs. On a trouvé ça par hasard. En fait, ce qu'on a trouvé en premier, c'est un tracteur à verger. Pas un tracteur à verger, un tracteur à vigne. Le tracteur à vigne, ça mesure 54 pouces hors tout. Fait que ça passe entre 2 rangs de maïs aux 60 pouces. Fait que, à partir de là, on a acheté une faucheuse qui était destinée à la base à faucher des vignes. C'était déjà adapté pour aller sur le tracteur. On a trouvé quelque chose, un modèle chinois vraiment moins cher. Par contre, un modèle chinois veut dire généralement pas fiable. Il n'y a rien de standard après ça. C'est pas métrique, c'est pas impérial. Tu veux travailler après ça, c'est tout le temps du fitage, mais... Ouais, c'est ça. Mais la première année, on est quand même venu à bout de faire quelque chose avec ça. Ça a fait ce qu'on voulait. Difficilement, mais ça a fait ce qu'on voulait. Fait que là, entre la première et la deuxième année, en fait, j'ai tout défait les tables. J'ai machiné des plus gros shafts, des plus gros bearings, plus grosses poulies, tout ça pour que tout soit plus tough puis plus fiable. Que ça se passe mieux l'année 2. Fait que ça, c'est la conception de la machine. La partie jaune en avant, c'est comme c'est un cylindre, fait que la tête lève et baisse, fait que c'était bien adapté pour ce qu'on voulait faire, peut ajuster notre hauteur de coupe. J'ai installé une valve autoguide sur le tracteur parce que les faucheuses ont 52 pouces. Fait que faucher 52 pouces dans des rangs de maïs à 60 pouces, faut pas faire un gros croche pour faucher le maïs aussi. Fait que j'ai installé une valve autoguide sur le tracteur. La façon dont j'ai monté les faucheuses, on fauche 3 entre-rangs à la fois, une à gauche, une à droite du tracteur, puis on fauche en avant. Puis en fait, les faucheuses, tout est hydraulique, puis c'est complètement indépendant du tracteur. Il y a une pompe hydraulique sur le PTO avec une réserve d'huile en arrière. Ça, c'était quand même un bon concept, c'est juste que ça manquait un peu de fiabilité. En 2020, c'était extrêmement sec. Fait qu'on voit que le maïs souffre de déficit hydrique. Puis j'aurais aimé ça être capable de faucher un peu plus vite pour pouvoir ralentir les cultures de couverture, ralentir aussi les mauvaises herbes qui poussaient pour pouvoir laisser respirer le maïs, mais on fait comme on peut. Ici, j'ai un petit vidéo de... Ouais. Fait que dans le fond, je suis en arrière du tracteur, puis je filme un peu ce que ça donne comme effet. Le résultat en fait, c'est ce qu'on voulait, c'est juste la fiabilité a été un peu éprouvée. Non, c'est vraiment des lames. C'est 3 lames par table de coupe. On le voit un peu là, ici de la façon que ça travaille. Là. Les couteaux dépassent un petit peu en avant de la table. Fait que pour ça, ça allait très bien. Fait que pour faire une petite révision de la météo de 2020, au printemps, on a eu un printemps à la fois trop froid et trop chaud, mais surtout trop sec.
On a eu un gel au 1er juin, ce qui a retardé le maïs. On a eu un été extrêmement chaud, extrêmement sec, juste un tout petit peu de pluie à la fin juillet, début août. Puis pour être sûr de maganer le maïs encore un peu plus, on a eu un gel le 21 septembre. Fait que ici, on voit un peu ce que ça a l'air au fil de la saison. À l'implantation des cultures de couverture. Puis ça, c'est un petit peu plus tard en saison, dans le maïs sucré. Fait qu'on avait déjà une partie d'apprentissage. Dans le maïs sucré, on a passé le pyrodésherbeur un petit peu plus rapidement pour pas trop stresser le maïs. Puis plus tard, un petit peu plus tard en saison, ça avait l'air de ça. Fait que ça, c'est vraiment ce qu'on. C'est vraiment ce qu'on s'imaginait quand on a parti avec l'idée de maïs avec des corridors lumineux. Ça ici, c'est champ de maïs grain, plus tard en saison aussi. On voit un petit peu le soya, un petit peu de cowpea, on voit de la caméline aussi. Puis ça, c'est le même champ rendu au mois de septembre, à l'approche de la maturité du maïs. Mais par contre, il n'y a plus d'engrais verts, il n'y a plus de culture de couverture. Les légumineuses vivaces, ça a été tellement sec qu'ils ont complètement stallé. On récolte, grosse récolte de 5 tonnes à l'hectare. Ça a été une année extrêmement sec. La moyenne de notre région, même que ce soit en culture conventionnelle ou en agriculture, en culture bio, les moyennes ont été basses. Mais quand même, si on se compare à une régie bio, c'est quand même une demi-récolte pareille. Fait que, dans le fond, ce qui a causé ça, là, avec le recul, c'est surtout qu'il y a eu les effets de la saison. Ça a été sec, il y a eu le gel. Après ça, manque d'eau. Ça a gelé trop vite aussi au mois de septembre. On a brûlé le maïs, mais ça, à part que nous, on a brûlé le maïs, ça a été égal pour toutes les cultures, puis que ce soit en conventionnel ou en bio, comme je disais, les rendements ont été plus faibles. Par contre, c'est ça. En plus, on a brûlé notre maïs avec le pyro. Ça l'a retardé. On a eu aussi des pertes de population à cause de ça. On n'a pas eu une implantation de culture de couverture géniale parce que ça a été beaucoup trop sec. Puis il y a des places que le maïs a tellement été retardé en saison qu'il a resté tellement court, les épis étaient petits puis presque à terre, fait que je n'étais même pas capable de le récolter avec ma table à maïs. Il a fallu que je me serve de ma table à soya pour récolter le maïs. Fait que ça donne une idée de ce qu'il va y avoir comme rendement. On a appris de l'année 2020, fait qu'on arrive en 2021 confiant. 2021, printemps sec, hâtif. On a pu semer de bonne heure, puis pas eu de gel en fin de saison, fait que le maïs a pu profiter pleinement de la saison. Ici, en fait, c'est pour montrer, notre idée, c'était de faire du maïs en semi-direct, brûler avec le pyro, puis faucher. Mais dans le fond, on ne s'est pas ramassé avec moins d'intervention que si on était en régie bio standard, si on veut, parce qu'on s'est vite rendu compte que le pyro puis le maïs en semi-direct, c'était impossible que ça marche. C'est bien trop dangereux de mettre le feu partout. Fait qu'il a fallu se servir de la déchaumeuse. On a eu un coup de rouleau, le cerclé sur le rang, les doigts crestes. En 2021, quand on a préparé les semis de culture de couverture,
petit manque de communication ou une petite erreur, mettons. Les cultures, les légumineuses annuelles, en fait, j'utilisais pleine largeur du semoir, mais juste 3 unités à toutes les 60 pouces. Fait que ce que j'ai oublié de faire, c'est de diviser ma consigne de semis par le nombre d'unités pour diminuer mon taux de semis. Fait que, dans le fond, je suis parti avec pleine dose de semis, mais tout concentré. Fait que je m'en suis rendu compte après 10 hectares, j'étais supposé d'avoir de la semence pour 40, puis j'ai semé 10. Fait que, dans le fond, c'était une erreur, mais on apprend de nos erreurs, en fait. Puis, ça a été la plus belle implantation de culture de couverture qu'on a jamais eue. Ça ressemble à ça, parce que en fait, c'était tellement cordé sur le rang que ça a super bien levé. Puis, ça a été extrêmement compétitif pour les mauvaises herbes. Puis, c'est là où c'était semé beaucoup trop fort, c'est là que c'est resté le plus propre tout au long de la saison. Fait que là, on voit l'implantation, on voit la caméline, le soya qui lève en premier. Puis, plus tard en saison, après les fauches. Puis, ce qu'on s'est rendu compte avec les fauches aussi, c'est que de la façon que les faucheuses sont faites, ça envoie tout ce qui est fauché au pied du maïs. Fait que ça fait comme une espèce de paillis pour que le maïs, ça fait que le maïs restait plus propre. Ici, on voit le soya qui a été fauché. Le soya, c'est pas une plante qui aime ça être fauchée. Après 2 fauches, elle repart pas, là, elle sèche, puis c'est terminé pour le soya. Mais par contre, après ça, étant donné que le mélange était quand même plusieurs espèces, il y a d'autres espèces qui prennent la relève, puis ça reste couvert quand même toute la saison. Au fil de la saison, ce que ça a de l'air. Fait que, année 2 du projet, rendement 10,7 tonnes à l'hectare comparé à ce qui se passe autour de chez nous, rendement bio standard 10,9 tonnes à l'hectare. Fait que pas mal plus concluant que l'année 1. La saison nous a aidés, il a fait beau, il a fait chaud, mais aussi le fait de mieux maîtriser la technique, ça s'est pas mal mieux passé. Puis, en 2022, ça a été la dernière année du projet. Parce que oui, c'était la dernière année du projet. Le printemps 2022 a été vraiment différent des 2 premiers qu'on avait eus. Ça a été... La date de semis a fait qu'on s'est ramassé, que tout de suite après le semis, il y a eu des pluies froides. Le mois de juin a été super froid, pluvieux. Puis, on a semé quand même tard, au mois de mai, avec un maïs 3000 unités thermiques. Fait que le choix de maïs n'était pas adapté pour la date de semis, mais c'est ce qu'on avait. Puis, défaut un peu d'approvisionnement, c'est ce qu'on a semé. Puis, juste avant le semis, le lisier de porc n'avait pas été fait dans des conditions excellentes. Le fait qu'il a plu beaucoup au mois de juin, le désherbage sur le rang a été pas mal plus compliqué que les 2 années précédentes. Mais par contre, comme ça a été humide, les cultures de couverture se sont vraiment très bien implantées. Fait qu'on voit là, la photo comparée à ce qu'on a vu plus tôt dans la présentation. Le rang est pas mal plus sale que les 2 années précédentes. Mais par contre, la veste puis le trèfle, c'est beaucoup mieux implanté en début de saison pour venir vraiment prendre le relais des légumineuses annuelles qui se sont faites faucher puis qui ont perdu de la vigueur tout au long de la saison, pour avoir quelque chose qui ressemble un peu à ça en fin de saison. À cette date-là, c'était difficile de marcher dans le champ parce que la veste était tellement longue, on avait à moitié des jambes, puis ça se tient tout ensemble. Fait que en fait, c'est ce qu'on espérait avoir, mais par contre, avec le look du maïs de l'année numéro 2. Rendement de l'année numéro 3,
3,9 tonnes à l'hectare. Ah ouais. Ah ouais. Malgré qu'on a quand même bien maîtrisé tout ce qu'on a pu, la date de semis avec le printemps pluvieux, puis le choix d'hybride, je me suis rendu compte aussi que le choix d'hybride a mal performé dans d'autres situations aussi sur l'entreprise. C'est vraiment une culture qui aime pas. C'est vraiment un hybride qui performe quand il fait chaud puis sec. Fait que en 2020, dans le fond, ça a été vraiment l'année d'apprentissage. En 2021, on dirait que tout était en place. On a eu vraiment de récoltes. Puis en 2022, malheureusement, la date de semis a fait que tout a été. En fait, c'est la date de semis qui a fait que ça n'a pas marché pantoute. Par contre, ce qu'on a appris pendant ces 3 années-là, c'est que pour faire les corridors solaires, le choix des cultures de couverture est important. Les légumineuses annuelles sont vraiment intéressantes en début de saison parce qu'ils s'implantent rapidement, mais ce n'est pas des cultures qui aiment être fauchées. Par contre, les légumineuses vivaces implantées au mois de juin ont plus de difficultés à lever et à prendre place, mais une fois bien implantés, bien, ils prennent le relais en fin de saison puis ils poussent tard jusqu'au début de l'hiver. Dans notre mélange, peut-être qu'on aurait pu avoir autre chose que du soya, mais c'était quand même facile d'accès. On prend dans le silo, c'est pas extrêmement cher, puis ça l'amène du volume dans le champ. Mais une réflexion qu'on a eue aussi pendant l'essai, c'est pourquoi se casser la tête à semer des cultures de couverture? Peut-être qu'on devrait essayer d'arrêter de se battre avec ce qui pousse là, puis juste l'entretenir, dans le fond, laisser pousser les mauvaises herbes, s'en servir comme culture de couverture. Si on les fauche, bien, ils ne deviendront peut-être pas nuisibles, puis ils ne compétitionneront pas nécessairement le maïs. C'est un peu ce qui résume rapidement les 3 ans d'apprentissage intensif qu'on a eu à la fin. Est-ce que vous avez une question pour Simon? Non? Parfait. Ah non. Est-ce que vous avez une question pour Simon? Oui. Alexis, puis M. Laplante. Je sais que le concept, c'était de revenir dans l'entre-rang, de revenir. Mais Ouais. est-ce que, mettons, avoir un système avec des plantes pérennes, des vivaces, ça aurait peut-être. Est-ce que tu penses que ça aurait simplifié la chose, puis, tu sais, au côté implantation de ton corridor solaire, puis est-ce que tu aurais eu le même. Est-ce que ton plan de maïs, tu le sèmes exactement au même endroit? Est-ce qu'il est capable d'aller chercher les bénéfices qui sont à droite et à gauche? Bien, l'idée initiale, c'était vraiment de, dans le fond, faire une rotation de culture, mais en monoculture, tu sais, en tassant le rang de 30 pouces, on fait comme une rotation, si on veut. Puis en gardant les légumineuses vivaces en place, mais du fait que le pyro, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le choix de travailler le sol pour s'en servir, mais c'était un peu un concept qui a pris le bord rapidement, mais c'était ça l'idée de base. Ouais. M. Laplante? Ben, moi, c'est un peu la même question. Je me demandais le pyro, mettons, sur une prairie de légumineuses. Mettons qu'il y aurait beaucoup de verdure, de plantes vivaces, est-ce qu'il travaillerait pas si mal dans ces conditions-là? Je pense que oui. Je pense que ça marche, mais je pense que ça va prendre plus qu'un passage, par contre. Surtout des légumineuses, ça répond vraiment bien au pyro. Là. C'est plus facile à détruire qu'une graminée. Fait que je pense que oui. Est-ce qu'on répéterait l'expérience de façon, dans le fond, conventionnelle, pas en bio? Je pense que oui. Oui, puis même, tu sais, dans le futur, c'est une idée qui me trotte en tête de réessayer. Je pense que ce serait plus facile à gérer, puis je pense qu'il y aurait aussi moins de marge, moins de facteurs à essayer de contrôler. Premièrement, on n'aurait pas besoin du pyro, fait que déjà là, ce serait un outil qu'on n'aurait pas besoin d'apprendre à travailler.
oui, apporter des lisiers, parce que même en agriculture conventionnelle, on en gère beaucoup, mais peut-être avoir un petit démarreur sur le rang pour aider le maïs à décoller plus rapidement. Puis ensuite de ça, soit peut-être un arrosage en bande pour laisser un grand espace pas pulvérisé, en fait, pour pouvoir semer des cultures de couverture. Oui, je pense que ce serait peut-être plus facile à gérer en culture conventionnelle, si on peut dire. Tu connais bien la caméline comme plante de couverture, comment ça se comporte? La caméline, c'est pas une plante qui est super agressive. Fait qu'il faut pas trop se fier sur elle pour garder l'espace propre, mettons, dans le système qu'on voulait. Mais par contre, c'est une crucifère. Fait que c'est une plante différente dans le système avec ce qu'on avait. Puis, avec les années, on s'est rendu compte que la caméline, c'est une plante qui a la capacité peut-être de repousser les insectes du sol vert fil de fer, vert gris. Fait que ça, on s'en est rendu compte en faisant des engrais verts dans d'autres parcelles avec en revenant avec des maïs non traités qui ont été affectés où il n'y a pas eu de caméline versus où qui n'ont pas été affectés où il y a eu de la caméline. Fait que, en fait, c'est pour ça qu'on s'est servi de la caméline dans le mélange.